Buenos días, muchas gracias para la invitación. No hablo mucho español. Voy a continuar en francés y gracias a Jaime que va a traducir. Alors, je m'appelle Bert Lutz et je suis volontaire du mouvement ATD Quart Monde et je représente le mouvement ATD Quart Monde aux institutions européennes et donc principalement de l'Union européenne à Bruxelles. Me llamo Bert Lutz, soy voluntario permanente del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo y represento al movimiento ATD Cuarto Mundo ante las instituciones europeas. Alors, ceux qui avaient espéré peut-être un débat sanglant, je vais les décevoir parce que je vais plutôt confirmer les choses que vient de dire Madame Carmen Salceda. Entonces, quienes habían esperado pues, un debate crítico y afilado sobre diferentes cuestiones, les voy a decepcionar, porque en realidad pues lo que voy a hacer va a ser confirmar muchas de las cosas que la señora Carmen Salcedo ha dicho en su intervención. Et su discurso fue muy claro. Bon, le mouvement ATD Quart Monde est un mouvement international de lutte contre la pauvreté qui aujourd'hui a des équipes d'action dans une trentaine de pays sur tous les continents. Et parmi nos spécialités, parmi nos particularités, il y a notre recherche permanente des personnes qui sont les plus exclues, les plus atteintes par la pauvreté. Et en fait, on essaye en permanence de réinventer notre action à partir d'elle. El Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo es un movimiento internacional de lucha contra la pobreza que cuenta actualmente con equipos de acción en cerca de 30 países de todo el mundo. Y entre nuestras características particulares está esta búsqueda permanente de las personas que se encuentran en las situaciones más graves de exclusión, más afectadas por la pobreza, y nuestro esfuerzo y nuestro enfoque por actualizar y reinventar nuestras acciones a partir de estas personas. Parce que nous avons la conviction que nous ne pourrons pas trouver des réponses durables dans la lutte contre la pauvreté sans elles. Et une autre conviction forte que nous portons, c'est que la pauvreté dans le monde ne se réduit pas à la somme de destins individuels malheureux, mais que c'est aussi la conséquence du non-respect des droits de l'homme et de notre manque de capacité de mettre en œuvre l'ensemble des droits de l'homme pour tous. Tenemos la convicción de que no podemos encontrar respuestas durables, sostenibles, en las propuestas de lucha contra la pobreza sin contar con la participación plena de estas personas. Y otra de las convicciones que nos define es que la pobreza en el mundo no se reduce a la suma de infortunios que tienen las personas en su destino, sino que es una consecuencia de la violación de los derechos humanos y de la falta de capacidad para establecer efectivamente el conjunto de derechos humanos para todas las personas. Et pendant que nous agissons avec des personnes précises, très pauvres, et d'autres, localement, dans un quartier, un village, sur un terrain vague ou une décharge, pour améliorer les conditions de vie, pour nouer des relations de respect, de coopération. Dans le même temps, nous nous demandons aussi où se trouvent les failles dans la mise en œuvre des droits humains. Mientras actuamos con personas concretas en situación de extrema pobreza y con otras personas en el ámbito local, en un barrio, en un pueblo, en un terreno abandonado o en un vertedero,
para mejorar las condiciones de vida de estas mismas comunidades y personas o para establecer relaciones de respeto y de cooperación, al mismo tiempo nos cuestionamos profundamente sobre las carencias en la realización efectiva de los derechos humanos de estas mismas personas. Et donc, les traités différents des droits de l'homme nous intéressent au plus haut point. Non seulement pour ce qui est écrit dedans, mais on s'intéresse aussi aux instruments qui existent pour promouvoir leur application. Por ello, para nosotros los tratados de derechos humanos tienen un alto valor y mucha importancia, no únicamente en su contenido literal, sino por las herramientas y mecanismos que existen para promover su aplicación efectiva, de modo que toda persona pueda beneficiarse como es debido hasta que logremos no dejar a nadie atrás. Et pour les droits sociaux, comme l'a très bien rappelé Madame Salceda, en fait, les droits sociaux font partie de l'ensemble des droits de l'homme, même si souvent les droits sociaux sont dans des textes séparés. Et par exemple, déjà quelque chose qui n'aide pas, c'est que en fait, le traité européen sur les droits sociaux, on n'a pas appelé traité ou convention, mais charte. Donc voilà, tout ça, ça n'aide pas. En fait, il faut toujours se redire que c'est un traité. Respecto a los derechos sociales, como nos lo ha recordado muy bien la señora Salcedo, es necesario recordar que son parte integrante del conjunto de los derechos humanos, aunque cada vez es más difícil porque, vamos a poner como ejemplo, que se utilizan diferentes leyes o mecanismos, incluso en el título de estos tratados, como la Carta Social Europea, se utiliza otro término y eso no ayuda tampoco a facilitar que se considere como un tratado. Alors, donc, évidemment, donc, la Charte sociale européenne est très importante pour nous et donc nous avons déjà été très bien informés maintenant sur cela. Alors, c'est pourquoi je vais quand même vous parler de deux autres textes voilà, au niveau européen, parce que en fait, ça peut nous rendre confus, ça peut prêter à des erreurs d'interprétation. Como ya se ha tratado con bastante profundidad sobre la Carta Social Europea, y para nosotros es muy importante, pero voy a aprovechar para enunciar o para hablar sobre otros dos textos, otros dos mecanismos o vías a nivel europeo que de alguna manera podrían confundirnos y bueno, voy a abordarlos para que podamos evitar esta confusión. Et donc, je vais vous parler de l'Union européenne, donc pas du Conseil de l'Europe, mais de l'Union européenne. Donc, à l'Union européenne, en 2000, en fait, a été adoptée une charte des droits fondamentaux qui est devenue contraignante en 2007. Et cette charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est en partie un copier-coller de la Charte sociale européenne. Et donc cette charte des droits fondamentaux, elle a la même valeur que les traités de l'Union européenne et engage aussi les États membres. Mais son application est quand même limitée. Elle ne s'applique qu'aux institutions de l'Union européenne et aux États membres dans le cadre de la mise en œuvre de directives européennes. Yo me voy a referir sobre todo a la Unión Europea y voy a hablar de la Unión Europea y no del Consejo de Europa. En el año 2000 la Unión Europea se dotó de una Carta de Derechos Fundamentales que adquirió su valor vinculante en 2007. Y esta carta es en parte una copia de la Carta Social Europea. Esta carta
de Derechos Fundamentales tiene el mismo valor que el Tratado de la Unión Europea y, en consecuencia, es vinculante para sus Estados miembros, pero tiene un límite y es que se aplica únicamente a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros en el marco de la aplicación de la normativa europea. Et pour encore rendre les choses plus difficiles, après avoir ajouté cette couche de la Charte des droits fondamentaux, l'Union européenne vient d'adopter en novembre, 17 novembre, un socle des droits sociaux. Et cette troisième couche, si vous voulez, du socle des droits sociaux, c'est aussi sans doute une initiative utile pour faire des améliorations sociales dans les années à venir. Mais évidemment, les mots utilisés, socle, droits sociaux, ça ne nous aide pas vraiment à comprendre de quoi il s'agit. Para hacer las cosas un poco más complicadas, además de este segundo elemento que constituye la Carta de Derechos Fundamentales, la Unión Europea, el 17 de noviembre, acaba de aprobar un pilar europeo de derechos sociales. Y este tercer elemento, que probablemente sea una iniciativa útil para la realización de mejoras sociales para los próximos años, ya de entrada, con las palabras que utiliza, pilar y derechos sociales, no facilita el hecho de entender concretamente de lo que tratan. Donc là, heureusement, ce n'est pas encore un autre texte avec des principes fondamentaux, des droits fondamentaux. En fait, le nouveau socle européen des droits sociaux, c'est plutôt comme une sorte de plan d'action avec 20 grands objectifs et que la Commission européenne a appelé des principes. Et dans ce sens-là, le socle du socle, ça reste bien la Charte sociale européenne, donc du Conseil de l'Europe. En realidad, este nuevo texto no tiene por vocación ser un nuevo texto fundamental paralelo, sino que en realidad este nuevo pilar europeo de derechos sociales tiene más la apariencia de ser una especie de plan de acción con 20 grandes objetivos que la Comisión Europea ha llamado principios. Y en este sentido, el fundamento, la base de este pilar europeo de derechos sociales sigue actualmente siendo la Carta Social Europea. Mais je vais m'arrêter là-dessus maintenant, même si nous pourrions encore discuter longtemps sur les rapports entre la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le nouveau socle européen des droits sociaux. Pero no quiero añadir más sobre esta cuestión en estos momentos, aunque podríamos debatir mucho tiempo sobre las relaciones entre la Carta Social Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y este nuevo elemento que es el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Donc là, je vais maintenant retourner à ma position de militant d'un mouvement de lutte contre la pauvreté qui agit avec des personnes vivant de très grandes difficultés. Et vu de là, ce qui compte, c'est de savoir si ces trois instruments différents peuvent aider à faire progresser le respect des droits de l'homme de ces personnes. Y ahora lo que sí me gustaría sería volver a mi posición de activista de un movimiento de lucha contra la pobreza que actúa conjuntamente con personas que viven en situaciones de extrema dificultad. Y desde esta perspectiva, para mí lo que es importante es saber si estas tres herramientas o mecanismos diferentes pueden contribuir al avance o hacer progresar el respeto de los derechos humanos de estas personas y colectivos en particular. A priori, la réponse est oui. Jusqu'à preuve du contraire, ces trois instruments européens sont utiles. Ils ne sont pas destinés à aggraver la situation des personnes les plus exclues. Mais cela dit, avec ATD Quart Monde, nous n'avons pas encore vu
comment cela fonctionne avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou avec le nouveau socle des droits sociaux. Et par contre, nous avons vu comment la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe a pu être déjà un levier. En principio, podríamos afirmar positivamente que sí y que hasta prueba de lo contrario estos tres mecanismos o herramientas europeas son útiles y que en principio no están orientadas a agravar la situación de las personas en situación más grave de exclusión. Pero dicho esto, ATD Cuarto Mundo no ha podido observar el funcionamiento efectivo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o el nuevo Pilar Europeo de Derechos Sociales. Pero, sin embargo, sí que hemos observado y experimentado como la Carta Social Europea en ocasiones ha servido como una palanca de progreso y de avance en el respeto de esos derechos. Alors, des exemples. En janvier 2006, ATD Quart Monde a déposé une réclamation collective contre la France pour non-respect de la Charte sociale européenne. Et la raison de cette réclamation, c'était que de nombreuses personnes et familles vivant dans la pauvreté en France n'avaient pas accès au logement social, ou seulement après des délais extrêmement longs. Et aussi parce qu'il manquait bien souvent des efforts pour le relogement de personnes et de familles expulsées de leur logement. En enero de 2006, el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo presentó una reclamación colectiva contra el Estado francés por incumplimiento de la Carta Social Europea. El motivo, las razones de esta reclamación era que muchas personas y familias que vivían en situación de pobreza en Francia no tenían acceso a viviendas sociales o únicamente después de periodos de espera extremadamente largos. Y también porque en muchas ocasiones era evidente que no se realizaban los esfuerzos necesarios para el realojo efectivo de las personas y familias expulsadas de sus viviendas. Et donc ATD Quart Monde dénonçait le non-respect des articles 16, 30 et 31 de la Charte sociale révisée. Aussi, en combinaison avec l'article E, en raison des discriminations contre certains groupes, notamment les gens du voyage et des Roms. ATD Cuarto Mundo denunció el incumplimiento de los artículos 16, 30 y 31 de la Carta Social revisada y asimismo en relación con el artículo E o la sección E, en razón de la discriminación contra algunos grupos, especialmente población itinerante y romaní. Donc l'argumentation d'ATD Quart Monde, qui contenait à la fois des données statistiques et aussi des exemples vécus précis, a été examinée par le Comité européen des droits sociaux à Strasbourg. Et le comité a aussi auditionné des représentants d'ATD Quart Monde et de l'État français. Et après, donc le dépôt, c'était en janvier 2006. Donc en décembre 2007, le comité des droits sociaux européens a pris une décision sur le fond. La argumentación de ATD Cuarto Mundo, la argumentación jurídica, se fundamentaba al mismo tiempo en datos estadísticos y en ejemplos precisos y específicos, y fue examinada por el Comité Europeo de Derechos Sociales en Estrasburgo. Se inició en enero de 2006 y el comité realizó varias audiciones a representantes de ATD Cuarto Mundo y a representantes del Estado francés, y en diciembre de 2007 emitió una decisión de fondo sobre la cuestión. Alors, le Comité européen des droits sociaux a confirmé la violation des articles 31 sur le droit au logement et de l'article 30 sur la protection contre la pauvreté, en combinaison avec l'article E en raison des discriminations. El comité
de Derechos Sociales confirmó la violación de los artículos 31 relativo al derecho a la vivienda y del artículo 30 relativo a la protección contra la pobreza en relación con el artículo E en materia de discriminaciones. Alors, il n'est pas facile de savoir quel effet cette réclamation collective et donc la décision du Comité européen des droits sociaux a eu en France. Parce qu'en parallèle de cette procédure à Strasbourg, il y avait aussi un combat politique qui était en cours pour demander une nouvelle loi pour le droit opposable au logement. No es fácil determinar cuál ha sido el impacto que ha tenido en Francia esta reclamación colectiva y la decisión de fondo del Comité Europeo de Derechos Sociales, porque al mismo tiempo que se resolvía este procedimiento judicial en Estrasburgo, se llevaban a cabo otra serie de iniciativas de índole político que exigían y solicitaban una nueva ley por el derecho exigible a la vivienda. Et donc, cette nouvelle loi pour le droit au logement opposable a été obtenue et votée en 2007, lorsque la réclamation collective à Strasbourg était encore en cours. Mais ce qui est sûr, c'est que la réclamation collective a renforcé la revendication politique et très probablement, voilà, elle a contribué à accélérer l'adoption de la loi sur le droit opposable au logement. Esta nueva ley de derecho exigible a la vivienda se elaboró y se votó en 2007, al mismo tiempo que estaba aún en trámite la reclamación colectiva. Y lo que sí que es seguro es que esta reclamación colectiva fortaleció la reivindicación política y probablemente contribuyó a acelerar y a precipitar la aprobación de la ley sobre el derecho exigible a la vivienda. Donc c'est un encouragement pour ceux d'entre vous qui ont aussi bien compris ça et qui essayaient de vous appuyer à la fois sur la Charte sociale européenne, mais en même temps voilà, aussi d'utiliser d'autres moyens plus politiques pour voilà, faire avancer la garantie pour le revenu minimum. Bueno, lo anteriormente dicho es para motivar también que a todos vosotros que habéis iniciado esta lucha respecto a la Carta Social Europea, para que sigáis utilizando otros mecanismos de avance de estas reivindicaciones por otras vías como la política. Alors un autre exemple plus récent dont j'ai connaissance et dont Mme Salceda aussi a fait mention, c'est une réclamation collective de 2014 qui n'a pas été déposée par ATD Quart Monde, mais par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme contre l'Irlande. Otro ejemplo más reciente que conozco es una reclamación colectiva de 2014 que no presentó ATD Cuarto Mundo, sino que fue presentada por la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, la FIDH, contra el Estado de Irlanda. Alors la FIDH dénonçait l'insalubrité et l'état indécent persistant d'une partie du parc de logements sociaux en Irlande. La FIDH denunciaba la insalubridad y el estado indigno y persistente de buena parte del parque de viviendas sociales en Irlanda. Et en mai 2017, donc c'est quand même 2 à 3 ans plus tard, le Comité européen des droits sociaux a finalement confirmé qu'il y a non-respect de l'article 16 de la Charte sociale européenne. En mayo de 2017, es decir, 2 o 3 años después, el Comité Europeo de Derechos Sociales confirmó que había un incumplimiento del artículo 16 de la Carta Social Europea. Et je trouve que cette réclamation collective est particulièrement intéressante pour plusieurs raisons. Il y a d'abord le fait que c'est une association communautaire locale, donc une petite association qui a pris l'initiative, ensemble avec les habitants
d'un quartier de logements sociaux très dégradés. Para mí esta reclamación colectiva es particularmente interesante por varias razones, pero en primer lugar es porque la iniciativa proviene de una asociación comunitaria de ámbito local que se movilizó junto con las vecinas y vecinos del barrio, de un barrio de viviendas sociales muy deteriorado. Et ensuite, ils sont allés trouver d'autres partenaires en Irlande et aussi ils ont fait appel à la FIDH pour porter la réclamation collective à Strasbourg, parce qu'il fallait une ONG internationale habilitée au Conseil de l'Europe pour faire cela. Ça, c'est important à savoir. Donc, vous pouvez... Bon, maintenant, ce n'est pas encore le cas, mais mettons à l'avenir, si la réclamation collective sera possible en Espagne, évidemment, même un tout petit groupe ou association peut monter un dossier. Mais voilà, il va falloir trouver une ONG internationale reconnue par le Conseil de l'Europe pour déposer la plainte. Por otra parte, esta pequeña asociación de ámbito local, movilizada con los vecinos, fueron al encuentro de otras organizaciones de la sociedad civil en Irlanda, que a su vez solicitaron la participación de la FIDH para presentar efectivamente la reclamación colectiva en Estrasburgo, porque para ello es necesario contar con una ONG internacional habilitada para ello. Entonces, es importante, tal vez en un futuro, tener esto en cuenta cuando el protocolo de reclamaciones colectivas tal vez se apruebe, tener en cuenta que un grupo y un colectivo pequeño puede ser la fuente principal de una iniciativa, aunque luego, posteriormente, se necesite contar con una ONG internacional habilitada para efectivamente presentar la réclamation. Et la troisième chose, mais Mme Salceda l'a déjà dit, c'est que l'Irlande n'avait pas ratifié l'article 31 sur le droit au logement. Mais en fait, voilà, les juristes de la FIDH ont réussi à s'appuyer sur l'article 16, qui est plutôt par rapport au droit de la famille à une protection sociale et économique. Et donc, on pu voilà, faire reconnaître des droits au niveau logement, voilà, par cet autre article 16. Y el tercer aspecto interesante es que ya lo ha resaltado la señora Salcedo, es que Irlanda no había ratificado la Carta Social, había ratificado la Carta Social revisada, pero no el artículo 31 relativo al derecho a la vivienda. Pero aún así, aunque el problema estuviera estrechamente relacionado con la vivienda, los abogados querellantes de la FIDH encontraron la forma de apoyarse en otros artículos de la Carta, especialmente el artículo 16 relativo al derecho de la familia a protección social y económica. Et même si, voilà, aujourd'hui, ça n'a pas encore beaucoup d'effet au niveau de la qualité des logements, bien sûr, en fait, c'est quand même très important aussi pour les habitants de tous ces quartiers, parce que aussi pour la première fois, en fait, c'est reconnu que la faute du mauvais état de leur logement est en grande partie chez les bailleurs et l'État, et que ce n'est pas seulement dû au mauvais comportement ou à l'entretien défaillant des locataires. Y aunque desde luego no hay un impacto a nivel actual directo sobre la mejora en la calidad de las viviendas, por primera vez, y lo que es importante es que se reconoce que la responsabilidad del mal estado de las viviendas es en gran medida responsabilidad del Estado y los promotores de vivienda. Y al hacerlo también se está diciendo que
este mal estado no se debe únicamente y exclusivamente o en primer lugar por el comportamiento y el mantenimiento deficitario de los residentes. Donc voilà, ça c'est ces deux exemples que je vous ai donnés, donc sur l'application de la réclamation collective, pas encore possible en Espagne, mais c'est bien déjà de bien connaître pour le jour où ça sera possible. Son dos ejemplos que he dado sobre las reclamaciones, el uso del mecanismo de la reclamación colectiva, que aunque actualmente no es posible utilizarlo en España, bueno, pues da pistas precisas de cuál puede ser el uso el día que este protocolo entre en vigor y se pueda utilizar este mecanismo en España. Alors voilà, mais ça, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. L'Espagne est déjà soumise au contrôle par le système des rapports des pays. Et donc ça, c'est aussi très, très important. Et voilà, par rapport au revenu minimum, c'est quand même intéressant de voir que le Comité européen des droits sociaux dit déjà depuis 1996 que voilà, l'Espagne ne respecte pas l'article 13, paragraphe 1 de la charte. Et donc la dernière fois que le comité l'a encore redit, c'était en 2013. Bueno, pero no me voy a extender mucho más en esto. Simplemente decir o señalar que España sigue sometida al control del sistema de informes nacionales, que es también un mecanismo y una herramienta muy importante, y que respecto a las rentas mínimas, el Comité Europeo de Derechos Sociales, ya desde 1996 por primera vez, ha concluido en reiteradas ocasiones que en España el sistema de renta mínima es insuficiente, y desde 1996 hasta la última conclusión negativa relativa al artículo 13, párrafo 1 de 2013. Alors je sais que le problème est toujours là et on pourrait être découragé. Mais pour le voir un peu aussi le côté positif, c'est que ces décisions, ou ces conclusions plutôt pour dire le bon terme, ces conclusions du Comité européen des droits sociaux, en fait, ça sert déjà à qualifier le problème comme un déni des droits fondamentaux. Et c'est aussi mis sur la scène publique et internationale. Bueno, podríamos desmotivarnos o esto podría desalentarnos, pero lo que hay que decir es que estas conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales aunque no constituyan una presión suficiente, al menos sirven para nombrar el problema y calificarlos como una vulneración de derechos fundamentales y hacerlo en el espacio del ámbito público. Et donc, comme Mme Saced a dit, c'est déjà de la jurisprudence et voilà, vous avez commencé à l'utiliser, si j'ai bien compris, devant les tribunaux dans le cadre de litiges liés au revenu minimum. Y como la señora Salcedo ya lo ha dicho, pues esto genera una jurisprudencia que puede ya empezar a utilizarse, como ya lo habéis hecho en caso de litigio, en los tribunales nacionales. J'aimerais aussi vous partager encore quelques réflexions par rapport au revenu minimum, mais je vois le temps avancer. Est-ce que j'ai encore le temps? Me gustaría apuntar solamente algunos detalles respecto a la renta mínima, pero veo que el tiempo avanza y no sé si me puedo permitir este tiempo.
Bueno, como tenemos que dar paso al descanso, vamos a hacer un par de preguntas máximo para poder bajar a descansar un poco antes de la segunda parte. Entonces, bueno, pues aquí tenéis a ver para lo que os haya quedado sin aclarar. Lo que iba a decir sobre las rentas mínimas me parece que debería de ser interesante, si puede decirlo ahora. Alors, je vais vous parler un peu, merci pour la question. Gracias por la pregunta. Je vais vous partager des résultats d'une réflexion qu'ATD Quart Monde a faite au niveau européen avec des personnes en situation de pauvreté et d'autres. Entonces voy a contaros un poco, compartir las conclusiones de un trabajo realizado conjuntamente de personas que viven la pobreza y otros, pues sus reflexiones sobre las rentas mínimas. Et donc voilà, c'est le résultat d'une réunion européenne à Bruxelles que nous appelons l'Université populaire Quart Monde européenne. Es el resultado de un trabajo de reunión y de asamblea que llamamos la Universidad Popular Europea, que tuvo lugar este año en Bruselas. Et qui s'est tenu au Comité économique et social européen en décembre 2016. Que tuvo lugar en el Comité Económico y Social Europeo en Bruselas en 2016. Et là, nous avons réfléchi ensemble sur ce qu'on attend d'une garantie de revenus minimum. Entonces, el tema era cuáles eran las esperanzas de las personas relativo a una garantía mínima de ingresos. Et ils en sont sortis 7 principes, on peut dire. Y se han concretado, podemos llamarles así, 7 principios. Donc, premier principe, un revenu minimum adéquat doit permettre de vivre dans la dignité et de réaliser les droits fondamentaux. Entonces, et pour y parvenir, il doit aller de pair avec des politiques ambitieuses pour l'accès à l'emploi et pour des services de base accesibles et de bonne qualité. El primer principio es que un ingreso mínimo adecuado debe permitir vivir en dignidad y ejercer los derechos fundamentales, todos los derechos fundamentales. Y para lograrlo debe ir de la mano de una serie de políticas ambiciosas en materia de derecho al empleo y del acceso a servicios de base y de buena calidad. Donc pas seulement revenu minimum, mais aussi emploi et voilà, services de base essentiels. No es solo un ingreso mínimo, sino hablamos de empleo y de servicios de base esenciales. Ouais. Le deuxième principe, c'est que l'accès à l'emploi reste très important et les régimes de garantie de revenu minimum, ils devraient donner de la stabilité et de la sécurité dans ce contexte où l'offre d'emploi est de plus en plus rare, est à temps partiel ou à temps variable et de courte durée. También el segundo principio habla de que el acceso al empleo sigue siendo algo muy importante y todos los sistemas que garantizan una renta mínima deberían procurar una estabilidad y una seguridad en un contexto de ofertas de empleo que cada vez es más rara, más a tiempo parcial, a tiempo variable o de corta duración. Un troisième principe, c'est que le niveau de la garantie de revenu minimum doit aussi être adéquat. Il doit permettre de vivre dans la dignité. Il doit bien sûr couvrir les besoins les plus essentiels, mais aussi de participer à la vie de la société, donc pour avoir une vie sociale et d'y exercer ses droits et responsabilités de citoyens. Et les pays devraient se donner des repères pour déterminer le niveau adéquat de revenu minimum. El nivel de renta mínima y de garantía de ingresos debe ser adecuado, debe permitir vivir con dignidad, debe desde luego cubrir las necesidades más esenciales, pero también debe permitir participar en la vida social y en el ejercicio de todos los derechos y responsabilidades inherentes a la ciudadanía. Los países deben establecer puntos de referencia para determinar ese nivel adecuado de la renta mínima. Quatrième principe qui est par rapport au droit au logement. Le droit au logement demande une attention particulière.
pour garantir l'accès effectif à un logement adéquat et décent. Outre une garantie de revenus, il faut aussi des aides complémentaires et une offre suffisante de logement social. El cuarto principio habla del derecho a la vivienda como un punto particular, que exige una especial atención para garantizar el acceso efectivo a una vivienda adecuada y decente. Además de la garantía de una renta, es necesario establecer ayudas complementarias y una oferta suficiente de viviendas sociales, por el cual la renta mínima se queda corta. Ensuite, je ne connais pas très bien la situation en Espagne, mais c'est un problème dans plusieurs pays. En fait, le droit au revenu minimum devrait devenir un droit individualisé, qui ne varie pas selon qu'on vit ou non avec plusieurs personnes sous un même toit. Et ça, c'est parce qu'en fait, la solidarité entre personnes ne devrait pas être pénalisée. Dice desconocer cómo funciona exactamente en España, pero el quinto principio habla de que el derecho a la renta mínima tendría que ser cada vez más individualizado y no depender de que tú vivas con una u otra persona, porque todos esos sistemas que varían en función de la convivencia del que tiene derecho a la renta mínima penalizan la solidaridad entre las personas.